Règle numéro 1, en français, ne dénigre pas les institutions sociales ou les actes créatifs. C'est la règle la moins vendeuse du monde, en fait. Tu vois, c'est à cause de Jordan, maintenant, j'ai une vidéo qui va faire 4 vues. Ou alors, si t'es là, je sais que c'est vraiment par amour pour mon travail, parce que je vais clairement pas attirer des nouvelles personnes sur ce podcast avec une règle pareille. Mais bref, une institution sociale, tu peux voir ça comme une règle ou comme quelque chose qui a été construit socialement. Je vais te donner des exemples pour que ce soit un peu plus parlant. Le concept de souveraineté de l'individu, c'est une institution sociale. Quand on était des singes, c'était très facile pour le singe le plus fort de dire au sage moins fort, ok, toi t'es une merde, ta vie, je peux la tuer. Pourquoi je devrais pas te tuer, en fait, pour te prendre tes bananes? Y a rien qui me dit que je devrais pas te tuer, donc bam, je te tue. Ensuite, on évolue un petit peu en tant que singe, et il y a certaines sociétés de singes qui se disent, en fait, vous savez quoi? Si t'es un singe avec un peu de poil gris juste ici sur la patte, ça veut dire que tu fais partie de notre tribu, donc toi, on ne va pas te tuer, on va faire une règle qui dit qu'on ne doit pas te tuer. C'est une règle morale, c'est pas une règle scientifique. La réalité scientifique, elle te dit pas qu'on ne devrait pas se tuer entre nous. Elle répond pas, la science ne répond pas encore une fois aux questions de comment est-ce que les choses devraient être. Ça, c'est des questions morales. Et du coup, t'as un certain groupe de singes qui va dire, non, en fait, si t'as les poils gris ici, on ne te tue pas. Ensuite, on arrive chez les Romains qui disent, si t'es citoyen romain, t'as le droit de vivre, mais à partir du moment où tu n'es plus dans une cité où tu t'es pas citoyen romain, on peut te tuer quand on veut. On a le droit d'avoir des esclaves. Ensuite, t'as un mec qui débarque et qui dit, en fait, vous avez tous une petite parcelle de Dieu, c'était le Christ, et donc tous les individus ont la même valeur, vous êtes égaux face à Dieu, et donc de là naît le concept de divinité de l'individu, donc femme, esclave, enfant, handicapé, étranger, tout le monde a la même valeur face à Dieu, donc tout le monde a le droit de vie. Et de ce concept de divinité de l'individu naît ensuite le concept de souveraineté de l'individu, qui est un concept légal. En fait, c'est à chaque fois les règles religieuses, qui sont les premières règles légales, qui sont codifiées et qui donnent naissance au droit. C'est pour ça qu'on dit que dans nos sociétés, on a un droit judéo-chrétien. Si tu vois par exemple en Inde, ils ont des systèmes de castes, tu vois, où en gros, t'as certains individus dont la vie a plus de valeur que d'autres, et pas tout le monde n'a les mêmes droits. Tu vois, genre dans les sociétés musulmanes, des sociétés en Asie, ils ont pas les mêmes bases religieuses, et donc ils ont un droit qui est différent, un sentiment de justice, des règles comme ce qui est le juste et le faux, qui est différent. Ça veut pas dire que eux ils ont raison, que nous on a tort, que nous on a raison, que eux ils ont tort. C'est juste que pour collaborer ensemble, pour avoir une société pacifique, eh ben, on a besoin d'avoir des individus qui obéissent à certaines règles. Et ces règles, c'est les institutions sociales. Donc je parlais du concept de souveraineté de l'individu, il y a le concept de famille, le concept de la présomption d'innocence, le système éducatif, le système politique, les institutions religieuses, les institutions culturelles, le marché du travail, l'État, je t'ai parlé du concept de la famille. La famille, c'est une institution sociale. T'as des règles différentes dans la famille, des règles différentes à l'école, des règles différentes au travail, etc. Donc à chaque fois, ces institutions, elles viennent avec un ensemble de règles qui te disent ce qu'il est ok de faire et ce qu'il n'est pas ok de faire. Et ces règles, encore une fois, elles sont là pour nous aider à résoudre des problèmes qui se sont posés à un certain moment dans notre environnement, pour nous permettre de prospérer, tout simplement. Donc elles sont importantes. Elles maintiennent la civilisation ensemble. Et parfois, on va pas comprendre en fait quel est le but de cette règle. Mais c'est pas parce que tu comprends pas le but d'une règle que ça veut dire directement en fait que cette règle n'est pas valable. Et ça, il y a plusieurs personnes, surtout quand t'es un enfant, tes parents te disent non, mange pas tout le sac de bonbons avant d'aller te coucher. Et toi tu dis ah mais c'est pas juste et tout, c'est une règle de merde et tout, tu comprends pas pourquoi tes parents te disent ça. Et un jour comme un connard, tu manges tout le sac de bonbons et là tu comprends pourquoi tes parents ils t'ont dit de pas manger tout le sac de bonbons. Et ben en fait c'est pareil, tu vois, genre quand tu grandis, tu vois des règles autour de toi, des institutions sociales, t'as envie de les critiquer parce que tu comprends pas leur utilité, et en réalité ces règles elles servent à te protéger de certains problèmes que tu ne vois peut-être pas. Maintenant, le gros problème c'est que l'environnement il change constamment. C'est-à-dire qu'on a des progrès technologiques, on a des nouveaux enjeux qui viennent, on a des nouvelles civilisations qui rentrent en contact et ainsi de suite. Et donc les règles qu'on a appliquées pendant que l'environnement était ce qu'il était dans le passé, est-ce qu'elles résolvent toujours ce problème aujourd'hui? Peut-être que le problème n'existe plus, peut-être que le problème est différent et du coup il faudrait une nouvelle règle. Et donc c'est important par moment de pouvoir revisiter les règles. C'est-à-dire que faire les choses parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est le meilleur moyen pour que ta société en fait elle se pète la gueule. The solutions of yesterday and today upon which our current hierarchies depend will not necessarily serve as solutions tomorrow. Donc les solutions de hier et d'aujourd'hui desquelles dépendent nos hiérarchies actuelles ne vont pas nécessairement servir en tant que solution demain. Thoughtless repetition, donc de la répétition sans qu'il y ait de réflexion derrière. Of what sufficed in the past, de ce qui a suffi dans le passé. Or worse, ou pire, authoritarian insistence that all problems have been permanently solved. Une insistance autoritaire que tous les problèmes ont été résolus de façon permanente. Therefore means the introduction of great danger when change
changes in the broader world makes local change necessary. Signifie donc l'introduction d'un grand danger quand des changements dans le monde au plus large, donc dans l'environnement, rendent nécessaire des petits changements locaux, enfin pas juste des changements locaux, il n'y a pas des petits changements locaux. Donc en gros, si t'es là en mode on va faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça c'est le conservateur con, en fait c'est l'excès du conservateur qui en fait met tout le monde en danger parce qu'en fait il y a des changements dans l'environnement qui demandent qu'on applique des nouvelles solutions. Respect for creative transformation must in consequence accompany appropriate regard for the problem-solving hierarchical structures bequeathed to us by the past. Donc le respect pour la transformation créative, et donc là on revient sur le titre du livre, le titre du chapitre, ne dénigre pas les institutions sociales ni les actes créatifs. Les actes créatifs, c'est ce que fait le progressiste. C'est quand il vient et qui dit « Ah mais là en fait, on a toujours fait comme ça, mais en fait maintenant il faudrait qu'on fasse comme ça ». Il propose une nouvelle règle, si tu veux, une nouvelle façon de voir les choses. Donc le respect pour la transformation créative doit donc accompagner un regard approprié pour les structures hiérarchiques qui nous ont été léguées par le passé. Tu vois, faut pas que tu sois le rebelle sans cause. Il y a un peu cette idée, tu vois, à chaque fois que tu entends ordre établi, tu as envie de sortir des armes et de partir manifester dans la rue parce que plusieurs personnes, et c'est un des trucs que Peterson va expliquer quand il va raconter le cas d'une de ses patientes, ont tellement de bordel dans leur vie, tellement de mal à s'organiser qu'elles vont faire croire à elles-mêmes et essayer de faire croire aux autres qu'en réalité ce sont des révolutionnaires pour une cause juste. Mais en fait, il y a une grande différence entre une personne qui est incapable de suivre des règles et c'est juste trop le bordel dans sa vie et qui va tout remettre en question et vouloir tout déconstruire, et une personne qui est capable de suivre les règles, qui est très forte là-dedans et qui par moment va décider de ne pas suivre une règle parce qu'elle a compris quel était le but de cette règle, et elle va prendre le risque de ne pas la suivre et en assumer les conséquences. Et en fait pour ça, je vais pouvoir faire la petite transition. Peterson il prend l'exemple de Harry Potter, tu vois. Je te disais qu'on allait voir pourquoi est-ce que Harry Potter et ses potes ils désobéissent tout le temps. Si tu réalises, dans Harry Potter, ils sont forts d'un côté pour suivre les règles, mais ils désobéissent aux règles quand c'est nécessaire. Dans le tout premier volet de la série où en gros Hermione elle va pleurer aux toilettes et puis Harry Potter et Ron ils désobéissent à l'ordre qui leur a été donné de tous les enfants aller dans le dortoir parce qu'il y a un troll dans le château, et eux ils se rappellent putain il y a Hermione qui est dans les toilettes, donc ils vont aller sauver Hermione, et en fait à la fin du film ils se font punir, tu vois, c'est genre moins 500 points pour Gryffondor parce que ils ont désobéi aux ordres, mais ensuite c'est plus 1 milliard de points pour Gryffondor parce qu'ils ont désobéi aux ordres aussi. En fait si tu veux, Harry Potter ils sont très forts, et ses potes ils sont très forts pour désobéir aux règles quand c'est nécessaire. C'est pas juste des rebelles sans cause qui vont juste dire ouais on renverse les règles et tout ça, c'est les mecs de Serpentard, tu vois. Les mecs de Serpentard, Malfoy et ses potes, eux ils sont en mode ils respectent pas les règles. Harry Potter c'est pas non plus un conformiste. Un conformiste, un mec qui va toujours respecter les règles parce que c'est les règles, c'est pas quelqu'un de vertueux. Genre les Allemands dans les années 30-40, tu vois, qui ont suivi le régime national-socialiste, c'était des mecs conformistes. La majorité disait que, alors oui, les juifs, c'est normal de les exterminer dans les chambres à gaz. Ils étaient là, ok, on extermine les juifs dans les chambres. Ils se sont pas posé de questions. Mais t'as des Allemands qui se sont dit, attends, pourquoi est-ce qu'on suivrait cette règle? Et ils ont réfléchi par eux-mêmes. Et c'est ce que Peterson t'encourage à faire, en fait. Il te dit que, et c'est en fait le goal de cette règle, parce que, encore une fois, le but du livre, de ce livre-là, c'est de comprendre comment faire pour explorer le chaos. C'est important d'explorer le chaos pour pouvoir grandir, mais faut pas le faire à la zeub. Si tu veux explorer le chaos et du coup essayer de remettre en question l'ordre établi, c'est important dans un premier temps que tu essaies de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, de faire preuve d'humilité, d'accepter que peut-être tu ne sais pas tout.